c'est au cœur de cette machine-là que tu vas avoir les réactions de fusion, des très fortes chaleurs de 150 millions de degrés. On va essayer de reproduire les mêmes réactions qui font que le soleil brille, émet de la lumière et de la chaleur. Ici, on est dans le hall d'assemblage et on va venir amener les composants au fond du réacteur. C'est vraiment gigantesque, hein. Le bâtiment, il fait 60 mètres de hauteur. On pourrait faire rentrer l'Arc de Triomphe à l'intérieur. C'est le plus grand réacteur de fusion nucléaire qui a jamais été construit sur Terre aujourd'hui. Et là, tu as une porte. Donc ça, c'est la dernière barrière de confinement. Ça pourrait pas techniquement faire quelque chose comme Tchernobyl ou Fukushima? Non, parce que justement, étant donné que la machine, dès qu'elle s'arrête, il n'y a pas cette réaction en chaîne, ça ne peut pas arriver. Cette machine servira à terme à démontrer qu'on peut bénéficier de l'énergie de fusion comme source d'énergie à grande échelle et potentiellement lutter contre le changement climatique. Hello pour ce nouvel épisode des Explorations de Flow. Je vous emmène aujourd'hui dans un endroit considéré comme le plus grand projet scientifique depuis la création de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. L'objectif, reproduire sur Terre un mini-soleil pour créer une énergie verte et inépuisable. Mais avant, pour ne rien louper de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la page de Brut. Donc là, on va rentrer dans le bâtiment Tokamak, donc dans le cœur du réacteur. Et c'est un environnement qui nécessite absolument aucune poussière pour pas venir après perturber les conditions de propreté qui sont requises à l'intérieur de ce bâtiment-là. C'est ici qu'on est en train d'assembler cette machine gigantesque. Donc comme tu peux le voir, il y a deux sous-assemblages de la chambre à vide. Donc il y a deux modules qui ont été installés. C'est des pièces qui font 1400 tonnes à peu près chacune. Et du coup, à l'intérieur de cette machine-là, on va avoir donc les réactions de fusion et les températures exceptionnelles de 150 millions de degrés. La fusion, c'est la source d'énergie qui alimente le Soleil et les étoiles. Dans le cœur du Soleil, pour te donner une idée, il fait 15 millions de degrés. Là, dans le Tokamak, on va chauffer 10 fois plus fort, c'est-à-dire 150 millions de degrés. Là, on est vraiment en train de marcher dans le cœur de la machine. Une fois qu'on aura tous les composants installés, il y aura très peu de place. Du coup, on ne pourra vraiment plus accéder. Également parce qu'il y aura eu les réactions de fusion à l'intérieur. Donc l'objectif du projet ITER, c'est de démontrer qu'on maîtrise cette source d'énergie, donc la fusion de l'hydrogène. C'est une source d'énergie qui est sûre, qui est respectueuse de l'environnement, dans le sens où elle ne génère pas de déchets de haute activité à vie longue. On n'utilise pas de produits fissiles, comme l'uranium, le plutonium. Les combustibles qu'on va utiliser ici à ITER sont le deutérium et le tritium. Donc ce sont des isotopes de l'hydrogène. Le deutérium n'est pas radioactif. Le tritium, lui, est un radioélément, mais c'est le plus léger de tous les radioéléments. Il a une demi-vie de 12 ans. Alors la demi-vie, c'est le nombre d'années nécessaires pour perdre la moitié de la radioactivité. Là, ce qu'on voit juste derrière moi, c'est le Tokamak, c'est le centre de la machine. Avec la pression et les températures extrêmes, les noyaux d'hydrogène entrent en collision et fusionnent pour former des atomes d'hélium et libèrent de considérables quantités d'énergie au cours de ce processus. Cette technologie, c'est la fusion nucléaire. Et contrairement à la fission nucléaire utilisée aujourd'hui pour fabriquer de l'électricité dans les centrales, la fusion n'a pas besoin d'uranium ou de plutonium pour fonctionner. Ces déchets sont donc beaucoup moins problématiques à gérer sur le long terme. En gros, la fission, on a un atome qui a un surplus d'énergie et qui est instable, et dans lequel on vient lancer un neutron, et ce neutron, quand il rentre dedans, il va venir dégager cette énergie, et donc on va avoir une fission, donc on va avoir une séparation, et cette séparation, ça va créer de l'énergie, ça c'est la fission, donc on part de gros atomes. Et la fusion nucléaire, c'est l'inverse, on part de petits atomes qu'on va forcer à venir se rapprocher et fusionner, et lorsqu'ils vont fusionner, ils vont aussi dégager de l'énergie, c'est ça qui crée l'énergie. Il y a l'énergie dégagée par la réaction de fusion, l'énergie par l'interaction des composants de la première paroi et du plasma, et l'énergie aussi absorbée par les structures qui sont traversées par les neutrons. Je sais que c'est un peu complexe, alors je m'épose rapidement. Alors le plasma, c'est le 4e état de la matière, après l'état solide, liquide et gazeux. En gros, une fois porté à très haute température, un gaz se transforme en plasma et génère de l'énergie. Fait marquant, 99% de l'univers se trouve à l'état de plasma, notamment la matière interstellaire, les étoiles et le soleil. C'est aussi le cas de la foudre et des aurores boréales. Donc pour résumer, 3 conditions doivent être remplies pour obtenir de la fusion en laboratoire. Une température très élevée pour provoquer des collisions fortement énergétiques, une densité de particules de plasma suffisante pour augmenter la probabilité des collisions et un temps de confinement suffisant pour maintenir le plasma qui a tendance à se dilater dans un volume défini.
Ici, tu as vraiment la meilleure vue que tu pourras avoir nulle part ailleurs. Donc c'est au cœur de cette machine-là que tu vas avoir les réactions de fusion qui vont libérer énormément d'énergie. L'objectif, c'est de produire 10 fois plus d'énergie que l'on va mettre dans la machine pour chauffer. Mais voilà, c'est bien ici que d'ici une dizaine d'années, on aura les réactions de fusion. Tu vois, il y a un sas. Donc ici, c'est la partie où les composants ils arrivent. Ils ouvrent les grandes portes que tu vois là-bas. Ils rentrent, ils referment, donc c'est comme un sas. Ensuite, ils nettoient les composants, je te dis vérifie, et ensuite ils ouvrent celles-ci. Je sais pas si tu vois, elles sont immenses. Bonjour. Donc, bienvenue dans le hall d'assemblage. Donc, par rapport à la salle de tout à l'heure, tu retrouves la porte par laquelle rentrent les composants. Ah ouais, il y a une bonne vue d'ensemble. C'est vraiment gigantesque. Pour vous donner un ordre d'idée, le bâtiment il fait 60 mètres de hauteur. On pourrait faire rentrer l'Arc de Triomphe à l'intérieur. Là autour de moi, là c'est juste des pièces détachées. C'est déjà énorme. Il faut savoir que c'est le plus grand réacteur de fusion nucléaire qui a jamais été construit sur Terre aujourd'hui. Tu vois, là-haut, là, tu as deux ponts roulants. Okay, en fait, ils sont pas exactement à la même hauteur, avec pas les mêmes capacités de charge. Et donc, en fait, ces ponts roulants, ils permettent de venir attraper les composants que tu vois ici. Et on va venir amener les composants au fond du réacteur. Et c'est grâce à ces palans-là. Je sais pas si on voit de côté un peu, là. La mise en service et les premiers tests seraient prévus d'ici 2035 à 2037. Il faut savoir que cet endroit, ça a une vocation scientifique. Le but, c'est pas de produire de l'énergie, mais vraiment de montrer que le système est viable pour après potentiellement l'industrialiser. Les enjeux d'aujourd'hui, c'est des enjeux énergétiques en fait. Ce qu'on cherche, c'est à trouver des solutions alternatives à la fission nucléaire avec les énergies renouvelables. Et parmi ces alternatives, évidemment, il y a la fusion nucléaire, qu'on peut qualifier de propre. Hein. Et donc, avec ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que c'est un des enjeux du futur, un des plus importants. Regarde, c'est ça l'assembliole, les 60 mètres. Donc là, tu as le bâtiment en béton qui est posé sur des plots antisismiques. Et donc, tu vois bien, en gros, que le bâtiment, il y a des murs de plus d'1,50 m d'épais pour arrêter les neutrons. On va aller dedans. Suis-moi, c'est un vrai labyrinthe ici. Hein. Donc ça, c'est la dernière barrière de confinement. C'est-à-dire que là, ici, dernier diagnostic, on ferme la porte. Donc tu vois l'épaisseur du mur en béton qui va arrêter les derniers neutrons. Donc là, tu vois la porte. Ça, c'est l'épaisseur de la porte? Ça, c'est l'épaisseur de la porte. C'est épais justement pour les raisons de sûreté nucléaire. En cas d'accident, il faut que tout puisse être confiné. Et je te dis, elles sont bâchées. Et là, tu as une porte. Ils ont créé un outil spécial pour pouvoir les mettre. Alors je vais mettre pause une deuxième fois. En émettant de l'énergie, la fusion libère aussi des petites particules invisibles qu'on appelle neutrons. Ces neutrons sortent à toute vitesse, un petit peu comme des billes qu'on lancerait partout. Les neutrons ne brûlent pas comme le feu, mais ils peuvent traverser la matière et abîmer les atomes à l'intérieur. Ça peut avoir un impact sur les machines, mais aussi sur le corps humain. C'est ce qu'on appelle l'irradiation. Alors pour gérer ça, le tokamak a été conçu avec des murs épais, des protections spéciales et une forte surveillance pour que personne ne soit exposé dangereusement. Ça, c'est le bioshield. Ça veut dire qu'ici, il ferme la porte, tac, c'est verrouillé. Et normalement, derrière cette porte, il n'y a plus de neutrons qui passent. Et donc ici, c'est là où on était tout à l'heure, c'est là où on a les accès vers la machine. Ouais. Là, c'est le futur command control d'ITER. Et à chaque bureau, il va y avoir des physiciens qui vont contrôler des parties de la machine pour vérifier que ça ne surchauffe pas, que le champ électromagnétique est correct, qui vont aussi mesurer les différents paramètres durant les opérations plasma. Ici, on est dans la passerelle qui fait le lien entre le chantier et le headquarter, là où se trouvent la plupart des ingénieurs ITER staff. Vas-y, passe. Tu te mets à l'aise là. Et viens voir, c'est ici. Hey, il y a le chef, il y a le chef. Je vois.
Je dirais que la centrale de fusion est intrinsèquement sûre. Dans un réacteur de fusion, en fait, c'est comme un radiateur. En fait, une fois que on stoppe la réaction, ça s'arrête. Tout simplement, on attend que ça refroidisse et ensuite on peut aller à l'intérieur. La réaction chimique nucléaire autour de l'uranium, par exemple, hein, donc là c'est un noyau lourd, un gros atome, quoi, on va le dire comme ça, qu'on divise en deux. En fait, cette réaction-là, elle est en chaîne par rapport aux autres atomes qui seront à côté, ce qui fait qu'en fait ça ne s'arrête pas. Donc on est toujours systématiquement obligé de l'alimenter. Par contre, la réaction de fusion, en fait, vu qu'on vient fusionner deux atomes, à partir du moment, par exemple, où on ne peut plus les fusionner, qu'il n'y a plus un atome à fusionner, ça s'arrête. C'est tout simple. Alors je résume rapidement. Contrairement aux réacteurs classiques comme ceux de Tchernobyl ou Fukushima, ITER ne présente pas de risque de nuages radioactifs ou de contamination à grande échelle. Le réacteur expérimental utilise du combustible en très petite quantité et ne peut pas entretenir de réactions en chaîne incontrôlées. Le réacteur d'ITER ne peut donc pas exploser. Le plus gros risque dont la probabilité reste infime, c'est une brèche de la première barrière de confinement qui contaminerait le tokamak. Mais les quantités radioactives en jeu sont faibles en comparaison à celles d'un réacteur à fission. Du coup, même en cas d'accident grave, les conséquences resteraient limitées au site, sans impact majeur pour les populations environnantes. Ici, ça bosse, les jeunes. Les bâtiments ici sont sur pression, comme ça la poussière ne peut pas rentrer, elle ne peut que sortir. Tout à l'heure, on a vu 2 secteurs dans le pit. Donc là, il y en a 3, au fond 4 et 5. Au total, il en faut 9 pour compléter la couronne. Vas-y, viens. Donc là, on est dans un des secteurs de l'enceinte à vide. On est là où il y aura le plasma. Donc tout à l'heure, on l'a vu en vertical dans le centre machine. Et donc là, pour des raisons de transport, ils arrivent à l'horizontale sur site. Donc c'est pour ça qu'on a l'opportunité de voir un petit peu à quoi ressemble la structure de l'intérieur. Donc là en fait le tokamak il est construit un peu comme une structure en oignon avec différentes peaux. Donc ici on vient assembler les quartiers. Et avec là ici tu vas retrouver 3 composants fondamentaux qui sont l'enceinte à vide, ensuite autour le bouclier thermique et après autour 2 électroaimants. Là derrière moi, ce sont les aimants qui vont être au cœur du réacteur avec un champ magnétique de 11,8 Tesla, soit environ 250 000 fois le champ magnétique terrestre. L'énergie stockée dans un seul de ces aimants est suffisante pour soulever un porte-avions de 100 000 tonnes. La difficulté principale, c'est au vu de la taille des composants, il faut des structures un peu gigantesques, donc déjà ça c'est compliqué. La deuxième contrainte, c'est qu'on a des composants très grands, mais on demande des tolérances de fabrication et d'assemblage très faibles pour la sécurité. Ils ne sont pas fabriqués de la même façon, pas au même endroit, et on les assemble au même endroit. Et on doit s'assurer qu'une fois qu'ils arrivent côte à côte, on puisse bien les assembler correctement. Au total, c'est des milliers d'ingénieurs et de scientifiques du monde entier qui ont contribué à la création d'ITER depuis l'idée d'une collaboration internationale née en 1985. Donc le but, c'est de développer une technologie pour le monde, et donc chaque pays qui participe, non seulement elle finance, mais l'idée, c'est qu'il y a un retour d'expérience pour chacun des pays afin qu'ils puissent développer leur réacteur pour plus tard. Donc du coup, chaque pays pourra répondre à des appels d'offres à l'international. Et donc, il peut y avoir tout type de sociétés qui répondent soit pour fabriquer les composants directement dans leur pays, soit pour venir réaliser des tâches d'assemblage ici directement sur site. En fait, le chantier, c'est constamment en mouvement. Donc là, on a pris un peu de hauteur et c'est pour te montrer un petit peu, pour avoir une idée de la taille des composants qui constituent le réacteur. Et donc ici, on est dans le hall d'assemblage. Comme tu peux le voir, là, on voit 2 bobines toroïdales. Et donc ça te donne, ici, tu retrouves la forme en D. Et donc à l'intérieur de ces bobines, il y aura l'enceinte à vide. À l'intérieur de l'enceinte à vide, les composants face au plasma, il y aura le plasma. Donc à la fin, quand tous ces composants sont assemblés, on va former un tore comme un donut, et le plasma donc il va tourner dans ce tore. Donc ici, je ne sais pas si tu vois, on voit une personne là-bas qui est en train de vérifier le composant là, qui est dans le châssis pour te donner un rapport d'échelle. C'est immense en fait. Donc là, un composant que tu vois là, ça fait à peu près 400 tonnes. Allez, go. Le site fait 42 hectares. Il y a 2500 ouvriers sur le site et à peu près 1500 dans les bâtiments. Le chantier il a commencé dans les années 2008. Donc au début c'était rien, ils ont
Ils ont tout terrassé, tout rasé. Et ensuite, petit à petit, ils ont commencé à construire les bâtiments en commençant par le hall d'assemblage. Donc sur la gauche, on trouve le bâtiment de l'ingénierie, le headquarter. Sur la droite, tout droit, il va y avoir le futur contrôle-commande de la machine. À droite, c'est le cœur de la machine, donc là où il y aura le réacteur, les hot cells. C'est un chantier énorme. C'est un sacré chantier, ouais. Il y a deux parties. Il y a une partie assemblage du réacteur en lui-même qui est très technique, très mécanique, c'est surtout du soudage. Et après, il y a tous les bâtiments, toutes les infrastructures, parce qu'il faut alimenter en eau, en électricité, en hélium, en gaz et tout l'ensemble des composants. Allez hop. Je m'y pose une dernière fois pour vous parler des ressources. Un autre avantage de la fusion, c'est que ces combustibles sont disponibles de façon quasi illimitée. Le deutérium est présent en abondance dans l'eau de mer, avec près de 33 grammes par mètre cube d'eau, ce qui équivaut à des millions d'années de réserve. Le tritium par contre est assez rare, mais il peut être fabriqué à partir du lithium, disponible en grande quantité sur Terre. En revanche, son extraction fait souvent l'objet de critiques pour sa consommation importante en énergie et en eau, ainsi que pour sa pollution des sols. C'est également le cas pour d'autres matières premières nécessaires à la fabrication des différentes pièces du tokamak, comme le niobium et le tungstène, responsables de pollutions importantes dans leur pays d'extraction et de problématiques sanitaires. Pour plus d'informations, je vous mets l'enquête de reporter en commentaire. Alors là, c'est la chambre du conseil. C'est là en fait, où tous les États membres se réunissent pour prendre des grandes décisions et pouvoir diriger un peu le projet ITER. Donc il y a 7 pays membres au total, et il faut compter qu'en fait, dans ces pays membres, en fait, il y a l'Europe. Et l'Europe, c'est déjà énormément de pays. Donc en fait, on a un nombre assez important de pays qui sont représentés. Si je me souviens bien, c'est à peu près 80% du PIB de la planète. Donc on a une grande représentation de la population, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une commission un petit peu tournante, un peu comme en Europe en fait. Chaque pays, au fur et à mesure, identifie un représentant des États membres et donc il y a un turnover qui se fait tous les ans. Là, on peut voir par exemple, ça part de 2007 jusqu'à 2021-2022. Et comment ça se fait qu'un projet international avec des nations comme on le voit là, on voit la Chine, on voit la Russie, on voit les États-Unis, on voit le Japon, comment ça se fait que ce projet se soit fait ici à Saint-Paul-les-Durances? Je pense qu'en fait, ce qui a fait que la France en fait, a été un bon candidat, ça a été le fait qu'on avait une culture nucléaire extrêmement riche. On connaît tous la problématique des accidents des centrales de fission qu'il y a pu avoir dans certains pays, et la France n'en ayant jamais eu, avec une autorité de sûreté nucléaire très rigoureuse, a fait que en fait, placer ce projet de fusion en France lui permettait la meilleure installation en termes de sûreté. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est justement sur le plan scientifique, sur la fusion nucléaire? Alors je peux vous donner un exemple européen. On a un tokamak en Europe qui s'appelle JET, qui est en Angleterre. En fait, ce tokamak est déjà un réacteur de fusion. Mais ce n'est pas un réacteur de fusion qui produit de l'énergie. En fait, c'est un réacteur de fusion qui consomme plus d'énergie qu'il n'en produit. D'accord ? Mais c'est une partie de la démarche expérimentale pour arriver vers une fusion productrice d'énergie. Donc on a déjà eu cette phase d'expérimentation qui a fonctionné, qui a fait ses preuves. Et donc là, évidemment, on est à une étape au-dessus. Et aujourd'hui, la fusion nucléaire, il y a certaines personnes qui la critiquent. Je voulais vous faire réagir justement à un passage de Jean-Marc Jancovici au Sénat qui explique justement les limites, et notamment en termes de délai, en estimant que le réchauffement climatique, il fallait agir rapidement, avant 2050, et que la fusion, c'était plutôt à horizon 2060-2070 avec des trajectoires optimistes, voire 2100 avec des trajectoires plus pessimistes. Je vous laisse juste regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre pause pour la commenter. La fusion, vos enfants seront morts, qu'on n'en verra toujours pas la couleur industrielle. ITER a comme objet de faire une réaction de fusion qui va durer quelques minutes. Et pour ça, il faut que la matière soit portée à des dizaines de millions de degrés sous forme de plasma. Et pour ça, il faut évidemment utiliser plein d'énergie. Donc en fait, vous avez besoin d'un petit réacteur nucléaire classique pour injecter l'électricité qui est nécessaire au démarrage d'ITER. Cette énergie de fusion, vous la récupérez essentiellement sous forme de neutrons de très haute énergie. Et ce dispositif électrogène permettant de faire de l'électricité à partir de neutrons de très haute énergie, il faut le mettre au point, et pour le moment, il n'existe pas.
ITER, premier plasma dans 5 ans, 10 ans de retour d'expérience, 5 ans pour derrière savoir comment est-ce qu'on fait l'exemplaire suivant, 10 ans pour construire l'exemplaire suivant, 10 ans de retour d'expérience, 5 ans pour se gratter la tête, enfin bon bref, vous additionnez, vous avez peut-être une tête de série à fusion si tout va bien en 2100. Bon, il faut qu'on soit neutre en carbone d'ici 2100, donc on oublie la fusion pour être neutre en carbone. Donc ça volera peut-être au secours du succès quand le succès sera là, mais il ne faut pas compter dessus pour l'atteindre. Il y a quelque chose d'important. Techniquement, ce qui est expliqué, c'est juste. Après, c'est l'interprétation qu'on peut en faire qui est différente. Alors sur les délais, je dirais que c'est une question d'optimisme, ou pas. Donc évidemment, si on voit le tableau un petit peu sombre, on se dit qu'on ne va pas y arriver. Et donc évidemment, il faut toujours un plan B. Le plan B, c'est de toute façon de continuer ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire en France. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. De toute façon, à court terme, il faut absolument lancer et continuer à lancer les programmes de fission. On a besoin de ces réacteurs, on a de plus en plus besoin d'énergie, et en fait, la fusion, petit à petit, va rentrer dans le jeu. Et quand elle rentrera dans le jeu, on va petit à petit l'introduire, faire un mix énergétique avec la fusion, et arrêter au fur et à mesure les centrales qui seront de plus en plus vieilles, mais pas les arrêter simplement du jour au lendemain. En fait, on ne parle pas des mêmes choses, c'est ça. On parle d'un projet long terme pour nos petits-enfants versus aussi un projet d'urgence. Exactement. En fait, le réchauffement climatique et la problématique à 2050, elle sera résolue avec les centrales de fission classiques, quoi. Elle ne sera pas résolue avec un projet de fusion. Par contre, le projet de fusion viendra en complément après, pour le maintenir, et cette fois-ci avec des enjeux de sécurité beaucoup plus intéressants. Et donc en gros, si je résume, il faudrait selon vous continuer de miser sur le nucléaire, donc la fission ainsi que les énergies renouvelables pour répondre à l'urgence climatique, et à terme, dès que la fusion est prête, passer du coup à ce modèle-là pour ne plus avoir de problématiques d'énergie intermittente pour les énergies renouvelables ou alors de déchets radioactifs pour la fission. Donc là, étant donné qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de lancer un programme industriel de fusion, vous avez raison. Il faut continuer à lancer ces programmes de réacteurs de fission nucléaire, les EPR, et être prêt à intégrer dès que l'échéance arrivera, dès qu'on aura la possibilité d'avoir une démonstration qu'un réacteur de fusion est capable de fournir l'énergie nécessaire, au moins autant d'énergie qu'une centrale nucléaire classique, de le mettre en place dans le mix énergétique. Au total, c'est 25 milliards d'euros qui ont été investis par les 27 membres de l'Union européenne, la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, la Suisse. Et d'ailleurs, on peut voir autour de moi des ouvriers et des ingénieurs de tous ces pays qui travaillent ensemble pour pouvoir mettre en œuvre ce réacteur de fusion nucléaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles explorations.